Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va réagir aujourd'hui à une vidéo qui va durer au moins 30 minutes. L'iceberg du foot, épisode 1, les théories du complot. Toutes les théories du complot, les amis, dans le monde du football, on est parti. C'est la chaîne Zone Foot qui nous a préparé ça. Et vraiment, c'est parti. Let's go. Je sais pas si on entend bien, mais en tout cas, les amis, j'espère. De moments de liesse, d'unité nationale. Un sport qui déchaîne les foules. Je sais pas à quoi m'attendre. Petits et grands. Allez, vamos. Cache aussi une part d'ombre. On va voir ce que ça donne les conspirations. Un jour que l'arbitre avait été payé par l'équipe adverse ou encore qu'un joueur le Barça avait fait exprès de se rater dans un moment qui compte. Et au fil de sa longue histoire, le football recèle en effet deux théories qui vont des plus connues au moins connues et farfelues. C'est d'ailleurs là tout le concept de l'iceberg. On va d'abord traiter le sujet à la surface avec des théories que vous connaissez sans doute. Et plus on va descendre en profondeur, plus les théories risquent de vous être inconnues, voire vous paraître loufoques. L'équipe de Zone Foot a essayé de ratisser large et de vous raconter ces folles théories. D'ailleurs, avant de plonger dans les eaux sombres, j'en profite pour vous préciser qu'on vous fait gagner des maillots Puma. Pour les gagner, c'est très simple, il suffit de vous abonner, de liker et de commenter cette vidéo. Allez, on est parti direction la surface de ce premier iceberg du foot où Guillaume vous attend. Vamos Guillaume. Allez Guillaume, fais-moi rêver Guillaume. Je veux des trucs de fou, Je m'attends à des trucs de fou. Il est 2h du matin les amis. Et je veux des trucs de fou. À la surface, la zone. On commence avec une histoire assez détente, très récente, mais qui en dit déjà long sur les failles de notre merveilleux sport, la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Pour moi, la Coupe du Monde 2022, c'est une des meilleures Coupes du Monde de all time. Vous savez, l'attribution de la Coupe du Monde 2022 organisation, c'est pas parce que j'ai vécu au Qatar. Quand la FIFA a annoncé ça en 2010, c'était masterclass. J'étais surpris. Le Qatar, avec ses températures estivales incroyablement chaudes et son absence de vraie tradition footballistique, semble être un choix complètement improbable. D'ailleurs, à cause de la chaleur, ils ont dû déplacer la compétition en hiver, ce qui ne s'était jamais vu auparavant. Mais très vite, des accusations de corruption ont commencé à apparaître. Des enquêtes ont suggéré que des membres du comité de la FIFA auraient été soudoyés pour voter en faveur du Qatar. En effet, lors du vote au 4e tour, deux candidatures restent dans la partie, celle du Qatar et celle des États-Unis. Les États-Unis sont largement favoris, mais la suite vous la connaissez et c'est bien le Qatar qui l'emporte, 14 voix à 8. Seulement, les voix de 3 membres du conseil exécutif posent problème. Celles de Ricardo Teixeira, Nicolas Leoz et Giulio Brandona. La FIFA elle-même finira par juger crédibles des accusations de corruption les concernant et décidera même de les sanctionner en 2017. Mais si ce n'était que ça, vous n'êtes pas au bout de vos surprises les gars. Ce ne sont apparemment pas les 3 seuls membres du comité à avoir été arrosés. En effet, le 2 décembre 2010, un courrier est envoyé par le ministre des Finances qatari au ministre des Affaires étrangères qui va lui-même remettre le fameux courrier à un homme dont le nom est aujourd'hui connu par les enquêteurs de la FIFA, le fameux Mohamed Ben Hammam. Je connais pas moi Mohamed Ben Hammam. Par le grand émir, je connais le Hammam à côté mais... précise que la somme de 100 millions de rials qatari, ça équivaut à peu près à 23 millions d'euros, a été versée à 15 membres du comité exécutif de la FIFA. 15 membres, je vous rappelle le score du vote, 14-8, vous vous ferez votre petite idée. Ben Hammam était chargé de la distribution de ces 100 millions de rials via sa puissante société Kemco. Et apparemment le boulot a été bien fait puisque le Qatar, vous le savez, l'a emporté. Après money is money les amis, c'est normal. Son choix, même si beaucoup se demandaient si le processus avait été honnête. C'est pas normal en vrai. Beaucoup se posent la question encore aujourd'hui. Allez, un peu de gossip, un peu de people dans ce dossier incroyable. Autre acteur improbable mais très important de ce dossier, Michel Platini et Nicolas Sarkozy. Tous deux soupçonnés de liens très troubles avec l'attribution de cette Coupe du Monde. Ces derniers auraient reçu énormément d'avantages de la part des dirigeants qataris afin de soutenir massivement la candidature. Petit cadeau de Noël sympa pour. Mais c'est quand ils ont fait comment dire précieuse en vue de l'organisation. Les votes pour la Coupe du Monde 2022. Je sais pas en vrai. D'autre part, une commission de 2 millions d'euros aurait également été versée à Ils n'ont pas mentionné là. Ça, c'est ce qu'on appelle un beau remerciement qatari. Malgré tout, le Qatar a continué à préparer le tournoi en voyant ça comme une opportunité pour améliorer son image à l'international. Mais cette attribution a profondément marqué la FIFA, qui s'est retrouvée mêlée à plusieurs scandales de corruption après coup, ternissant encore un peu plus sa réputation. Mais ça, c'est pas par rapport au Qatar, la photo là, on est d'accord. En vrai, moi, je sais pas trop, les amis. Je sais pas trop, j'ai pas vraiment les coulisses. Je vous vois venir les Français d'Argentine, je ne remets en aucun cas en cause la victoire de l'Albi Céleste. Je remets en cause la victoire de l'Albi Céleste, je remets en cause. Et qu'à l'époque, il y a beaucoup de faits de jeu qui avaient fait parler. L'un des incidents les plus discutés a été le 3e but de Lionel Messi en prolongation de la finale face à la France. Certains médias, notamment en France, ont affirmé que ce but aurait dû être annulé. J'ai oublié personnellement. Parce que plusieurs joueurs et je me rappelle de ça, je me rappelle, c'est drôle. Sur le terrain avant que drôle, moi je suis pas français mais c'est drôle. Ce qui est totalement contraire au règlement de la FIFA. Et on le comprend. Cependant, l'arbitre et le VAR ont laissé passer cet incident, ce qui a suscité des débats sur l'application des règles dans un moment aussi crucial. Après, moi, les amis, ça va dans l'euphorie de comment dire,
Même de l'émotion. Zlatan Ibrahimovic avait de gros doutes avant la compétition. Ils sont contents, ils ont gagné la Coupe du Monde et tout. Écrit. Et vous savez de qui je parle. Je pense que Messi soulèvera le trophée, c'est déjà écrit. Quasiment tous les matchs de l'Argentine ont été sujets à débat, concernant notamment les nombreux pénaltys accordés aux Argentins. Chaque match pénalty, frère, chaque match pénalty. Je me rappelle bien sûr de Paredes contre les Pays-Bas. Ça je me rappelle, c'est vrai qu'il méritait un rouge. Malgré ces nombreuses controverses, la victoire argentine a été largement saluée. Après, ils ont gagné. Hein. On peut pas leur enlever, les amis. C'est fini. Néanmoins qu'elle a été la plus grande équipe du tournoi et qu'au fond, c'est plutôt mérité. Non, la plus grande équipe du tournoi, c'est le Maroc. La Coupe du Monde 2002, co-organisée par la Corée du Sud et le Japon, a été marquée par des controverses autour des matchs de la Corée du Sud, en particulier lors des huitièmes de finale contre l'Italie et des quarts de finale contre l'Espagne. Lors du match contre l'Italie, ça m'intéresse ça, parce que franchement, j'ai aucune idée de ce qui s'est passé en 2022. Et l'annulation d'un but pour hors-jeu qui ne l'était pas, ce qui a conduit à la victoire finale de la Corée du Sud en prolongation. Je vous invite à revoir ces situations, c'est un énorme scandale. Contre l'Espagne, rebelote, 2 buts espagnols ont été annulés dans des circonstances plus que douteuses et la Corée du Sud a encore une fois gagné au tir au but. Masterclass la Corée. Ces décisions ont suscité des accusations de favoritisme envers l'équipe hôte et ont terni leur parcours jusqu'en demi-finale. C'est dommage parce que c'était pourtant un véritable exploit. C'est d'ailleurs la seule équipe asiatique à avoir été dans le dernier carré d'une Coupe du Monde. L'arbitrage, notamment celui de Byron Moreno, a été particulièrement critiqué, renforçant les soupçons sur l'intégrité des matchs. C'était l'arbitre du Corée du Sud, Italie, et beaucoup ont fouillé dans la vie de l'arbitre. Et du coup, ils sont fait mener quel tour les Italiens? 8e, c'est ça? L'équipe haute et ont terni leur parcours jusqu'en demi-finale. 8e, après ils ont éliminé l'Espagne, après Allemagne, ok. C'est dommage parce que c'était pourtant un véritable exploit. C'est d'ailleurs la seule équipe asiatique à avoir été dans le dernier carré d'une Coupe du Monde. L'arbitrage, notamment celui de Byron Moreno, a été particulièrement critiqué, renforçant les soupçons sur l'intégrité des matchs. C'était l'arbitre du Corée du Sud, Italie, et beaucoup ont fouillé dans la vie de l'arbitre avant et après cet événement, et le pauvre homme n'arrange pas vraiment son cas. Allez, je vous raconte 2 petites dingueries sur lui. Surnommé El Justiciero, il était réputé inflexible au départ, mais est devenu l'un des symboles des arbitres corruptibles. Quelques mois après la Coupe du Monde, il est suspendu 20 matchs dans son pays, l'Équateur, après des décisions totalement lunaires sous soupçon de corruption. Là, il devrait s'en inspirer, la Fédération espagnole de foot. 2 ans et demi de prison pour trafic de stupéfiants. Il avait des kilos de coke dans sa valise. Bon, c'est pas la même, il a des kilos de coke. Pas sûr qu'il ait inventé la poudre en faisant ça. Les gars, après cette blague toute c'est pas comme Remazzano, il a sifflé la fin du match avant qu'elle soit un peu plus sous la surface, avant que le but ne soit rentré de Bellingham, mais bon, apparemment lui il dit de la poudre. Pour vous remettre dans le contexte, le match Chelsea-Barcelone de 2009 horrible ce match, horrible arbitrage. Est resté célèbre pour de nombreuses décisions arbitrales très controversées. C'est bien, j'aime bien ce genre de vidéo parce que ça me rappelle un peu les matchs de foot. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé les histoires comme ça. Chelsea refusé plusieurs pénaltys malgré des fautes évidentes du Barça, comme des mains ou des contacts dans la surface de réparation. Oh le match s'est terminé sur un nul, un partout, avec un but à la dernière seconde d'Andrés Iniesta, qui a qualifié cette photo, elle vient de ce match. Cette série de décisions a déclenché une immense colère parmi les joueurs et les supporters de Chelsea. Didier Drogba qualifie même l'arbitrage de honte, la fameuse fucking disgrace. La théorie du complot qui en a découlé suggère en gros que l'UEFA aurait influencé le match pour garantir une finale avec Messi et Ronaldo entre le Barcelone et Manchester United. C'est ce que fait la Liga maintenant avec le Real Barça. Ce duel attirerait une énorme le tirage sort en coupe et serait bénéfique financièrement pour l'UEFA. Bien qu'Ovrebo ait reconnu des erreurs dans son arbitrage, il a toujours nié toute influence externe. Il est devenu comme ça l'arbitre. Une preuve tangible n'a jamais été fournie pour soutenir cette théorie du complot. Et l'UEFA n'a jamais ouvert d'enquête sur ce sujet. Pourtant, ce match reste l'un des plus controversés de l'histoire de la Ligue des Champions et continue encore aujourd'hui d'alimenter les débats entre les supporters. Je pense que si Drogba le croise dans la vraie vie, il est mort l'arbitre. On fait maintenant un bond dans le passé et on se téléporte en 1998. Et lors de cette Coupe du Monde, les théories du complot vont bon train. D'abord, concernant l'organisation de la compétition. Michel Platini, alors président du comité d'organisation de la Coupe du Monde de 98, a fait une révélation très déconcertante. Il a fait une petite magouille que si on finissait premier et le Brésil premier, ils ne pouvaient pas se rencontrer avant la finale. Écoutez, on est à la maison, il vaut mieux profiter des choses. Hein. Bon. Mais le tirage au sort n'est pas la seule ombre au tableau de cette Coupe du Monde 98. Cette fameuse finale, espérée et surtout provoquée par les organisateurs, qui a opposé, vous le savez, la France au Brésil, suscite également quelques questions. Le 12 juillet 1998, le Brésil, tenant du titre et grand favori de la compétition, s'apprête à affronter l'équipe de France pour remporter un 5e titre. Et il faut rappeler que jusqu'à présent, Ronaldo, c'est la grande star de cette Coupe du Monde. Même s'il n'a que 21 ans, il a marqué 4 buts et permis au Brésil de se hisser en finale. Mais 1 heure avant le coup d'envoi, la composition des équipes sort et là, c'est le drame. Ronaldo n'apparaît pas dans l'équipe.
Et le plus intriguant dans tout ça, c'est que la mention NA pour Not Available, en français pas disponible, apparaît à côté de son nom. Et plus inquiétant encore pour les fans, il n'est même pas au stade avec le reste de l'équipe pour s'échauffer. Les journalistes mènent donc l'enquête et finissent par interroger le médecin de l'équipe sud-américaine qui indique que Ronaldo ne peut pas jouer à cause d'une blessure à la cheville gauche. Mais 15 minutes plus tard, à la surprise générale, une nouvelle liste sort et là, c'est la bonne nouvelle, Ronaldo est annoncé en tant que numéro 9 dans le 11 de départ. Plutôt étrange, non? Le coup d'envoi est donné. Mais la joie des Brésiliens n'est que de courte durée puisque le jeune prodige est l'ombre de lui-même. Rien ne lui réussit. La suite, vous la connaissez, le Brésil s'incline 3-0. Mais après le match, les questions s'enchaînent face à la prestation catastrophique de Ronaldo. Est-ce que c'est son sponsor Nike qui l'a forcé à jouer alors qu'il n'était pas en pleine possession de ses moyens? Est-ce que c'est la mafia qui est intervenue? Est-ce qu'il a eu un vrai souci de santé? Ou est-ce qu'il aurait été drogué? Aujourd'hui, moi, je pense pas qu'il faut aller dans des trucs hyper sombres, les amis. De mafia ou de Nike qui veut le forcer à jouer. Je pense qu'il a eu des problèmes de santé et c'est tout. Après, moi, j'ai pas les coulisses et tout, mais je pense qu'il faut aller toujours d'un bon, comment dire, théorie du complot sous la surface, du principe que mais on se téléporte le monde n'est pas méchant, voilà. Au Parc des Princes. Pour vous remettre dans le contexte, on est le 27 août 97, le PSG affronte le Steaua Bucarest pour le tour préliminaire retour de la Ligue des Champions. Et en plein mois d'août, le mercato bat son plein, le match retour s'annonce plus compliqué que prévu. Surtout qu'il faut dire que le match aller en Roumanie ne s'est pas très bien passé pour les Parisiens. En difficulté sur la pelouse roumaine, le club français s'incline 3-2. Mais ce n'est pas tout. Juste après le match aller, les dirigeants roumains déposent une réclamation auprès de l'UEFA. Paris a fait une énorme erreur en faisant jouer Laurent Fournier alors qu'il était censé être suspendu. Alors, véritable erreur parisienne, tentative de fraude ou grosse erreur collective. Quoi qu'il en soit, la sanction tombe immédiatement et le match est remporté haut la main par les Roumains, 3-0. Le PSG, avec cette bourde, devient la risée de l'Europe et doit réussir un exploit pour sauver la face et surtout redorer l'image de ses dirigeants. Le coup d'envoi est donné dans un Parc des Princes bouillant. Les joueurs sont exemplaires et se donnent à fond pour gagner le match. Les Parisiens réalisent une première période absolument héroïque et mènent 4-0 à la football. Rai complète le récital parisien avec un 5e but après la pause. L'ambiance est phénoménale. 5-0 à la mi-temps. L'exploit non, du coup, fin de match. Pourtant, cette prestation est loin de faire l'unanimité. Beaucoup sont persuadés que le match a été acheté par le PSG. Dès les premières secondes du match, les joueurs roumains font une grossière erreur qui offre un pénalty aux Parisiens. Regardez le pénalty, les amis. Le match a été acheté par le PSG. N'importe quoi. Dès les premières secondes du match, les joueurs roumains. Le mec, il a pas la balle, lui. Grossière erreur qui offre un bien sûr que c'est acheté, on est d'accord. Il faut quand même souligner qu'à cette époque, la corruption est monnaie courante dans le championnat. Bien sûr, la corruption. Les journalistes creusent cette piste, mais ne trouvent absolument rien. Alors, corruption ou réel exploit du PSG, aujourd'hui encore, le mystère reste. Ok, ils ont gagné 5-0, mais le but, là, le penalty qu'ils ont montré, il y a corruption 1000 fois. Jamais d'avis un défenseur il fait ça. Pour cette dernière histoire sous la surface, on va revenir à une autre Coupe du Monde, celle de 1966. Ah, Bobby Moore. Et plus particulièrement sur l'un des buts les plus controversés de Hurst. La finale de la Coupe du Monde 66 se joue dans le stade de Wembley et oppose l'Angleterre à la République fédérale d'Allemagne. Les deux équipes entrent en même temps sur le terrain. Les Anglais jouent en rouge et les Allemands en blanc. L'Allemagne de l'Ouest donne le coup d'envoi. 3 joueurs pour donner le coup d'envoi. C'est jamais vu ça. 3 joueurs pour donner le coup d'envoi. Vamos. Et la finale est ils sont serré, les deux équipes on avance en 1966. L'Allemagne ouvre le score, mais Hurst égalise seulement 4 minutes plus tard pour l'Angleterre. Retour à la case départ, égalité à la mi-temps. Le match reprend et en fin de seconde période, les deux équipes marquent à nouveau. Le match se termine donc sur un match nul, 2-2, direction les prolongations pour l'Allemagne et l'Angleterre. Et c'est un défenseur allemand. L'arbitre consulte immédiatement son juge de ligne et à la surprise générale, valide le but malgré les nombreuses protestations allemandes. On va faire la goal line technologie tout seul, les amis. On va faire la goal line technologie. Elle rentre ou pas? On est d'accord qu'elle rentre. Une seconde, on refait. 1e minute, Hurst est en bonne position pour frapper. Il tire, la balle frappe la barre transversale. Pause. Elle rentre. On est d'accord qu'elle rentre la balle. On la voit ici. Moi je pense qu'il y a but. Rebondit sur la ligne et revient en jeu avant d'être rapidement dégagé par la ligne. Et à la surprise générale, valide le but malgré les nombreuses protestations allemandes. Alors, pourquoi accorder ce but fantôme à l'Angleterre qui a totalement changé le cours du match? Telle est la question. Hurst marque à la 120e minute et scelle définitivement la victoire de l'Angleterre en réalisant l'exploit de mettre un triplé en finale de Coupe du Monde malgré un but fantôme. It's coming home. Vous n'êtes pas content?
triplé. Le portier allemand ne s'en remet pas. Il a vu son rêve de victoire s'envoler et les regrets l'accompagnaient. Pour lui, il y a eu une énorme erreur arbitrale et il ne s'en est même jamais remis. Il a notamment déclaré des années plus tard: je mourrais avec la certitude que le ballon n'était pas entré. Frérot, je viens de checker là, le ballon est rentré. Jusqu'à la fin de ses jours. De manière Désolé, plus les amis. générale, Je sais pas en fait. cette Coupe du Monde est entachée de gros soupçons de trucage et beaucoup d'équipes peuvent se sentir lésées. C'est possible en vrai, les amis, c'est possible. Moi, je m'attends à tout sur ces générations-là de 66, 70, 80, 90. Ça me choque pas la vérité. Fomenté par l'anglais Stanley Roos pour donner un coup de pouce à la formation de Sa Majesté et ainsi bien sûr désavantager les écuries du continent sud-américain très redoutées à l'époque. De son côté, un journaliste brésilien avait même averti avant: contre notre équipe, il y aura un complot international, principalement européen. Alors, corruption ou pas, je vous laisse vous faire votre propre avis. Le fait est que le Brésil, l'Argentine et l'Uruguay sont tous sortis très tôt du mondial, à chaque fois suite à d'énormes erreurs d'arbitrage. Si vous avez déjà été un peu surpris sous la surface, vous n'êtes pas au bout de vos surprises avec ce qu'il vous attend dans les profondeurs avec Bilal. J'entends que ça, Bilal, vamos. Olympique de Marseille de tapis. Bienvenue dans les profondeurs les amis. Anne-Sophie vous parlait tout à l'heure du PSG. Il est temps de parler de l'autre grand club français, l'Olympique de Marseille. Un club autour duquel les fantasmes sont nombreux et notamment pendant les années 90, les fameuses années tapis. Et quand on évoque Bernard Tapie, au-delà des nombreux succès, il est compliqué de passer outre les diverses rumeurs autour de combines que le président marseillais aurait orchestrées afin de permettre à son équipe d'atteindre le sommet de l'Europe. Plongeons-nous quelques années avant le fameux scandale VAOM qui, lui, est pour le coup avéré. Nous sommes en 1990, cela fait désormais 4 ans que l'Olympique de Marseille est dirigé par Bernard Tapie. Le projet marseillais a pris forme et reste sur 2 titres consécutifs de champion de France. Après une demi-finale de Coupe des clubs champions, les Marseillais entament la saison 90-91 avec ambition. Pour le premier tour de leur aventure européenne, les Phocéens disposent facilement du club albanais du Dynamo Tirana. Mais les choses sont compliquées au deuxième tour face aux Polonais du Lech Poznan. Lors du match aller en Pologne, les hommes de Franz Beckenbauer vont se faire surprendre et perdre 3-2 en étant bousculés pendant une grande partie du match. Il leur faut donc réagir au match retour au stade Vélodrome. Et c'est ce qu'ils feront avec brio en l'emportant 6-1 face à des Polonais dépassés et méconnus. Allez l'OM, let's go. Le problème, c'est la suite. En novembre 90, les dirigeants du Lech Poznan affirment que leurs joueurs auraient été intoxiqués par un mystérieux jus d'orange. Un an plus tard, l'accusation est portée par le président du Stade Rennais, René Ruello, en voyant la mine déconfite de ses joueurs avant la rencontre face à l'OM. Il va même jusqu'à faire tester ses joueurs le lendemain matin. Et le résultat est sans équivoque. Le jus d'orange a encore frappé et les joueurs du Stade Rennais ont bien été empoisonnés lors de la collation à l'hôtel. Attention les amis. Breton Serge Le Disait déclare même: prenez plus de jus d'orange. L'équivalent de 2 comprimés de Tranxène dans les veines. Dans le vestiaire, 2 ou 3 joueurs étaient souffrants et on a même failli ne pas démarrer à 11. Malgré la plainte des Rennais, l'affaire sera classée sans suite. Mais une affaire similaire a lieu en 93 après une victoire 6-0 de l'OM face au CSKA Moscou. C'est au tour de l'entraîneur du CSKA Moscou d'accuser le club phocéen. Cette fois, ce n'est plus un jus d'orange dont il s'agit, mais bien d'un thé frelaté. L'entraîneur reviendra cependant sur sa version des faits auprès de l'UEFA. Ce qui n'est pas le cas d'un certain Jean-Jacques Edeli, joueur de l'Olympique de Marseille à l'époque. Il déclare à l'équipe: nos dirigeants avaient récupéré les packs d'eau des joueurs moscovites. Devant nous, avec un large sourire, ils se sont servis d'une seringue avec une aiguille très fine pour injecter je ne sais quoi à travers le bouchon. Rien n'aura été prouvé en tout cas, mais bizarre cette histoire. Waouh. Mais toujours l'Argentine, ils ont des trucs... On n'a pas assez parlé de l'Argentine, vous pensez? Eh ben on y retourne, mais cette fois pour une Coupe du Monde, celle de 78. Alors, cette Coupe du Monde se déroule dans un contexte un peu particulier. Elle a lieu en Argentine, mais dans une Argentine sous dictature militaire, celle du général Videla. Dans le pays, des dizaines de milliers de personnes en désaccord avec le régime meurent. Alors, pour le général Videla, cette Coupe du Monde prend une valeur de propagande. L'Argentine doit absolument l'emporter. L'Argentine passe la première phase de poule et se retrouve dans la poule du Brésil, de la Pologne et du Pérou. Oui, à l'époque, il y a 2 phases de poule et c'est uniquement les premiers de chaque groupe qui gagnent le droit de s'affronter en finale. L'Argentine bat la Pologne et fait match nul contre le Brésil. La dernière journée sera donc décisive pour se qualifier en finale. Et c'est là que commencent les subtilités. Pour cette dernière journée, l'Argentine jouera en sachant le résultat de son adversaire brésilien dans l'autre match. Et oui, le comité d'organisation de la FIFA a octroyé ce droit aux Argentins.
Bizarre déjà, mais bon, le Brésil l'emporte 3-1 contre la Pologne et l'Argentine doit donc gagner son dernier match avec au moins 4 buts d'écart. Pas une mince affaire, surtout quand on sait que la plus large victoire des Argentins sur la compétition est un 2-0 contre la Pologne. Et en face, c'est le Pérou qui réalise une excellente Coupe du Monde en ayant fini premier de son groupe et en tenant tête notamment aux Pays-Bas d'un Cruyff absent pour la compétition. C'est donc un match sous haute tension pour l'Argentine et le général Videla. Un général Videla dont on raconte qu'il aurait visité le vestiaire péruvien juste avant le début de la rencontre en compagnie d'Henry Kissinger, un ancien secrétaire d'État américain. Qu'ont-ils échangé dans ce vestiaire? On ne le saura jamais. En tout cas, à la mi-temps, le score est déjà de 2-0 pour l'Argentine. C'est alors que le sélectionneur péruvien décide de sortir un de ses meilleurs joueurs, José Velasquez. Une décision suspecte que le joueur n'acceptera réellement jamais, déclarant en 2012 « Oui, on nous a poussé à perdre le match ». Le gouvernement a fait pression sur les administrateurs de l'équipe et les administrateurs ont fait pression sur les entraîneurs. Il ira même jusqu'à accuser ses coéquipiers de s'être vendus avant le match. Une lecture que partage d'ailleurs le gardien péruvien de l'équipe, Ramon Quiroga. Je suis certain que quelqu'un a arrangé le match, même si je ne peux rien assurer. Des joueurs qui n'avaient jamais disputé un autre match ont joué, comme Gorriti, qui a offert le 4e ou 5e but. Le match imagine attaquer ton coéquipier, franchement. De l'Argentine 6-0. 6-0, subhanallah quand même. Les Célestes enchaîne et remporte la première Coupe du Monde de son histoire. Une victoire célébrée par le peuple argentin qui semble guidé par un élan d'unité nationale. Et la multitude de théories et de témoignages autour ils auraient dû donner la Coupe du Monde au dictateur en fait. C'est lui le capitaine de l'équipe. Lasagna Gate. Ça m'intrigue un peu ça. J'ai vu un peu dans le... toujours de football avec le sur l'iceberg, mais... Gate. Et on peut dire que ce scandale a secoué l'Angleterre au début des années 2000. Nous sommes en 2006 et la bataille pour les places qualificatives en un truc récent quand même, 2006. Dans le championnat d'Angleterre. J'allais dire que la plupart des choses ne sont pas récentes. Les rivaux du nord de Londres se tirent la bourre. En 4e position, Tottenham qui rêve de se qualifier pour la première fois de son histoire en Ligue des Champions. Mais à un point juste derrière, on retrouve les Gunners d'Arsenal. Cette dernière journée a donc une saveur particulière et c'est là où notre chère lasagne va intervenir. La veille de leur match contre West Ham, les joueurs de Tottenham dînent à l'hôtel Marriott. Au menu, notamment, des lasagnes. Et au moins 10 des joueurs se servent de ce plat habituellement délicieux. Mais pendant la nuit, c'est la stupeur du côté des Spurs. Edgar Davids, Robbie Keane, Aaron Lennon, Michael Carrick je te leur craque en fait. Paul Robinson sont confinés aux toilettes. Le manager de l'équipe, atterré, raconte « Je n'ai jamais connu ça dans le football. Nous avions 10 joueurs au lit. Nous avons alors demandé à la Première Ligue de reporter le coup d'envoi de 3 heures jusqu'à 18 h, ce qui n'a pas été possible. » Place au match donc, et de son côté, les Gunners l'emportent aisément contre Wigan, 4-2. Mais Tottenham s'inclinera malheureusement 2-1 face à West Ham, voyant son rêve de participation à la Ligue des Champions s'échapper. Dès le lendemain, les tabloïds anglais se saisissent de l'histoire et les théories les plus folles émergent. Certains avancent le fait que le chef de l'hôtel Marriott, en charge de la préparation de ces fameuses lasagnes, serait un supporter d'Arsenal. D'autres envisagent un scénario plus global, avec des rivaux d'Arsenal au cœur d'une vaste conspiration. Pour Andy Reid, rentrer en cours de match à la place de Michael Carrick, il n'y a pas de doute. Si c'était une coïncidence, alors c'était une sacrée coïncidence. Une chose est sûre, l'hôtel Marriott sera blanchi de tout soupçon, ainsi qu'Arsenal, après enquête. Mais les supporters de Tottenham, de leur côté, mettront du temps à passer à autre chose. Ils ont raison, c'est clair et net là. Je suis désolé, mais c'est clair et net. On parle théorie du complot et vous trouvez ça normal qu'on n'ait pas encore parlé de Berlusconi ? Nous sommes en Serie A lors de la saison 87-88 et le Milan AC a entamé une véritable reconstruction depuis 2 ans avec l'arrivée de Silvio Berlusconi à la tête du club. Arrigo Sacchi est l'entraîneur de l'équipe première et des stars comme Gullit ou encore Van Basten ont rejoint les rangs des Rossoneri. Le club renaît de ses cendres mais n'a pas encore remporté de Scudetto. Un championnat italien où le Napoli de Diego Maradona est consacré champion d'Italie au nez et à la barbe de la Juventus de Michel Platini. La tâche s'annonce donc ardue et la bataille avec Naples fait rage tout au long de la saison. Alors qu'il reste seulement 5 journées, le Napoli compte 4 points d'avance sur le rival milanais. Pourquoi il y a peu de points? Avant c'était 2 points par victoire, je savais pas. Avec notamment 3 défaites lors des 3 dernières journées du championnat. Les Milanais sont donc champions avec 3 petits points d'avance. La première pièce de l'édifice que souhaite construire Silvio Berlusconi est bien posée. Mais
Vous me voyez venir? Un peu suspect ces mauvais résultats en fin de championnat pour le Napoli. En tout cas, ce sera la théorie de certains. En cause, un supposé accord entre la Camorra, la mafia napolitaine, et Silvio Berlusconi. La Camorra, ayant perdu beaucoup d'argent sur des paris clandestins, se voit obligée de trouver un moyen d'en récupérer facilement. Pour cela, elle aurait suggéré aux joueurs de Naples et à Diego Maradona de perdre leurs 3 derniers matchs. Une théorie qui prend de l'épaisseur quand on connaît les liens forts de cette mafia avec Maradona, la Camorra le régalant en cocaïne notamment. Salvatore Russo, membre de la Camorra, déclarait même « Je suis devenu un ami proche de Maradona qui a souvent fréquenté ma maison et affirmait apprécier ma compagnie. » Des liens forts qui causeront d'ailleurs ma compagne ou ma compagne et affirmait apprécier ma compagnie. Des liens forts qui causeront d'ailleurs du tort à Maradona en fin de carrière quand la Camorra lui volera une douzaine de montres à son domicile et fondera son ballon d'or argentin en lingots. Wesh. En tout cas, la théorie d'un arrangement entre la Camorra et Silvio Berlusconi... Ils ont vraiment ça? Ils ont vraiment fait ça? C'est fou quand même. Qui ira remporter 2 Ligues des Champions en 89. Ballon d'or transformé en lingot. Bon allez les amis, on s'est bien régalé dans les profondeurs, mais si on allait un peu plus loin. Allez, direction les abysses, où Guillaume vous attend. Allez Guillaume. Take me home. Les gars, on vient d'arriver dans les abysses. On est dans ce qui se fait de plus chelou, de plus horrible, de plus farfelu, de plus bizarre dans les théories du football. Coupe du Monde 1966. La Corée du Nord a surpris tout le monde en battant l'Italie 1-0, éliminant ainsi une immense équipe. Vrai, j'ai une question les amis. Est-ce que vous pensez que si moi j'étais footballeur en 1940, j'aurais été genre un bon joueur de foot? Parce que maintenant je pense si je lance ma carrière, je ne vais pas réussir. Mais si je m'étais lancé genre en 1940, est-ce que j'aurais fait une bonne carrière? Genre un joueur lambda quoi. Voilà, c'est ma question en fait. Cet improbable exploit je pense que ouais, moi. Une rumeur très étrange. Certains ont affirmé que les joueurs nord-coréens avaient été remplacés par des doubles ou des joueurs d'élite spécialement formés pour surprendre l'Italie. Permettez-moi de donner mon avis. Cette théorie a probablement émergé à cause de la méconnaissance de l'équipe nord-coréenne et du mystère entourant ce pays très fermé en pleine guerre froide. Ça n'a pas beaucoup changé aujourd'hui d'ailleurs. Pourtant, des années plus tard, les joueurs nord-coréens, dont le buteur Park Do-ik, ont réfuté cette rumeur en confirmant qu'ils étaient bien ceux qui avaient joué. Malgré tout, la légende a persisté, symbolisant à la fois la méfiance envers la Corée du Nord et l'incroyable exploit de cette équipe dans l'histoire du football. Et oui, pour certains, ça paraît tellement fou qu'il y a forcément un loup derrière. Un mélange de racisme et d'a priori ont donc permis à cette rumeur d'émerger, pas aidé, il faut aussi le dire, par un contexte politique et culturel très difficile à l'époque pour la Corée du Nord. J'ai pas compris. Les gars, cette histoire, elle est complètement folle. En 98, au Congo, un tragique incident s'est produit lors d'un match de football dans le village de Benachadi. Ouais, j'ai eu peur, là j'ai eu peur. Il m'avait peur. Un éclair a frappé le terrain, tuant instantanément les 11 joueurs d'une même équipe. 11 joueurs! News, mais c'est totalement vrai. Et étonnamment, l'équipe adverse n'a subi que des blessures mineures, ce qui a alimenté des rumeurs de sorcellerie. Une croyance très ancrée. Ouais, c'est ce match-là qui a en image là? Un incident s'est produit lors d'un match de football dans le village de Benachadi. En 98, au Congo, un tragique incident s'est produit lors d'un match de football dans le village de Benachadi. Il y a les images ou pas? J'ai envie de voir. Un éclair a frappé le terrain, tuant instantanément les 11 joueurs d'une même équipe. On pourrait croire la fake news, mais c'est totalement vrai. Et étonnamment, l'équipe adverse n'a subi que des blessures mineures, ce qui a alimenté des rumeurs de sorcellerie. Une croyance très ancrée à l'époque dans la région. Si l'explication scientifique pointe vers un impact de foot lié à la meilleure conductivité électrique de leurs équipements ou de leur position sur le terrain, le caractère mystique de l'événement a rendu l'histoire très mystérieuse. Cette tragédie reste marquée par des zones d'ombre, et la sorcellerie n'est évidemment aujourd'hui qu'une rumeur, mêlant faits et croyances populaires. Après la tragédie, la nouvelle s'est rapidement propagée et l'histoire est devenue un sujet de conversation dans toute la région et même au-delà. En plus des spéculations sur la sorcellerie, certains témoins ont évoqué des signes avant-coureurs comme des changements étranges dans l'atmosphère ou des sensations d'électricité dans l'air juste avant l'éclair fatal. Ces détails, bien que totalement approuvés, ont renforcé l'aura mystique entourant cet incident. C'est fou quand même. Ont tenté d'expliquer le phénomène. Le fait qu'il y ait 11 joueurs de la même équipe qui meurent en même temps et aucun de l'autre équipe, fait persister les rumeurs autour de l'événement. Ça fait réfléchir. En même temps, je veux pas me mêler de ce qui me regarde pas, mais faut avouer que c'est bizarre. Je veux pas relancer de polémique, mais Barça et Bachar el-Assad. Ouais, vous avez bien lu. Bachar el-Assad et le Barça. Non, vous ne regardez pas LCI, un épisode de Chiringuito en même temps. C'est une vraie histoire. Comme par hasard, hein. Je vais faire pause, les amis. Comme par hasard, il n'y a aucune histoire autour du Real Madrid. Hein. Je dis ça, je dis rien. Ouais, je dis ça, je dis rien. Une vraie rumeur. En vrai, ça se dit pas, vraie rumeur. Bref, on est en 2011, au début de la guerre civile syrienne, et une rumeur a circulé selon laquelle Bachar el-Assad était un grand fan du FC Barcelone. Ce lien supposé a pris une dimension politique, car des drapeaux et symboles du Barça apparaissaient parfois dans des manifestations pro-Assad. C'est un peu gros quand même.
Et à l'inverse, et là on rentre dans une autre dimension les gars, je vous préviens, la chaîne Al Dunya TV, chaîne de télévision syrienne officielle, a prétendu que le FC Barcelone participait à la contrebande d'armes auprès des rebelles locaux cette fois, pas avec Bachar. Mieux, les joueurs catalans auraient mimé sur le terrain les stratégies à adopter. C'est un truc de ouf. Ça part trop loin, ça part trop loin. Que la position du ballon représentait l'emplacement exact où se trouvaient les armes, à savoir dans la ville de Der ez-Zor. Malgré ce raccourci énorme, il n'y a jamais eu de preuve directe du soutien d'Assad au Barça. Évidemment encore moins de preuves d'un quelconque soutien du club aux rebelles. Le club catalan, souhaitant préserver son image apolitique, a totalement pris ses distances avec ces deux affaires totalement loufoques. Mais cette anecdote, elle est assez révélatrice. Elle montre comment un symbole sportif mondial et puissant comme le Barça peut se retrouver malgré lui et de manière totalement improbable, pris dans des enjeux politiques, surtout en période de conflit très important. Pourquoi Escobar est mort? C'est pas le joueur que Escobar a tué, ça? C'est l'une des histoires les plus tristes et les plus sombres du football. La mort d'Andrés Escobar, joueur colombien, tristement célèbre pour son but contre son camp lors de la Coupe du Monde 1994, a donné lieu à de nombreuses rumeurs. Il y a un épisode par rapport à ça avec dans la série Narcos. Il était éliminé du tournoi suite à sa défaite face aux États-Unis, dû en partie à ce but accidentel d'Escobar. Le joueur a été assassiné à Medellín. Cette tragédie a choqué le monde du football et a alimenté une très sombre rumeur. Escobar aurait été tout simplement tué en raison de ce but contre son camp. Le raccourci est très simple, mais attendez, écoutez bien. À l'époque, le football colombien était fortement influencé par les cartels de la drogue, notamment ceux de Medellín et de Cali, qui finançaient les clubs et s'intéressaient aux paris sportifs. La rumeur la plus répandue suggère qu'Escobar aurait été tué par des individus liés à ces cartels, furieux d'avoir perdu de l'argent en pariant évidemment sur la victoire de la Colombie. Selon des témoins, l'assassin aurait crié « Goal », but à chaque balle tirée, en référence au but malheureux marqué par Escobar contre son camp. J'avoue que là, ça paraît un peu gros, mais peut-être que ce n'est pas que du fantasme. Humberto Muñoz Castro, vous avez vu l'accent? Un garde du corps d'un important narcotrafiquant a été arrêté et reconnu coupable du meurtre, mais les circonstances exactes restent très floues. Bien que des preuves directes d'une vengeance liée au paris sportif n'aient jamais été vraiment trouvées, beaucoup en Colombie et beaucoup d'autres d'ailleurs pensent que le climat ultra-violent de la Colombie à l'époque a pu jouer un rôle. La mort d'Andrés Escobar reste marquée par cette rumeur, illustrant la pression extrême et les risques auxquels faisaient face les joueurs, dans un contexte où le football était mêlé à des enjeux criminels financiers. En vrai, c'est chaud quand même, les amis, de se faire tuer pour du foot. Bon les amis, on n'a évidemment pas évoqué toutes les théories du complot. Si vous en avez d'autres en tête, d'autres que en tout cas, merci. Il y en a une qui... Ça s'appelle comment la chaîne déjà? Zone Foot, je crois. C'est ça. Merci à Zone Foot pour cette vidéo. Franchement, il y en a pas mal que je connaissais pas. La plupart, je connaissais pas. Et en vrai, masterclass, hein, j'ai bien aimé. Les amis, si vous avez des vidéos comme ça, des vidéos dans ce style, n'hésitez pas dans les commentaires à me les mettre, comme ça je réagirai. Et donc, voilà. Là, ils ont écrit épisode 1, donc peut-être il y a des épisodes qui vont venir sur Zone Foot par rapport à cette théorie du complot. Donc j'aimerais bien en fait une suite, ça serait pas mal. Et voilà les amis, ça sera tout pour cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. Le like comme d'habitude, l'abonnement. Et comme j'ai dit dans les commentaires, mettez des styles de vidéos, enfin des vidéos un peu similaires auxquelles je pourrais potentiellement réagir. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo les amis. Salut et profitez des vôtres. Bye bye.